Mon mari a laissé sa mère emménager chez nous. Maintenant, elle essaie de me remplacer en tant qu'épouse. Je suis marié à mon mari depuis 11 ans. Nous nous sommes rencontrés à la fac et avons construit notre vie ensemble à partir de rien. J'ai enchaîné les doubles services en tant que serveuse pendant qu'il finissait ses études de droit. Et quand il a finalement réussi l'examen du barreau, j'ai pleuré parce que nous pouvions enfin respirer. Nous avons acheté notre maison il y a 4 ans en utilisant l'héritage de mon défunt père comme apport personnel. Cet argent était tout ce que mon père m'avait laissé, et j'ai investi chaque centime dans notre maison parce que je faisais entièrement confiance à mon mari. Il y a 8 mois, ma belle-mère a appelé mon mari en pleurant, disant qu'elle ne pouvait plus payer son loyer. Sans me consulter, mon mari lui a dit qu'elle pouvait emménager avec nous. Je l'ai découvert quand elle s'est présentée à notre porte avec 6 valises. Elle ne m'a jamais aimé. Dès le jour où j'ai commencé à sortir avec son fils, elle a fait des commentaires sur le fait que je n'étais pas assez bien, qu'il pouvait trouver mieux. J'ai toujours maintenu la paix pour le bien de mon mari. Quand elle a emménagé, je me suis dit que ce serait temporaire. J'avais tort. La première semaine, elle a réorganisé toute ma cuisine. Elle a jeté mes épices parce qu'elles étaient trop ethniques et les a remplacées par les siennes. Quand je lui ai dit que je n'appréciais pas cela, elle a répondu qu'elle essayait juste d'aider puisque je ne savais clairement pas comment tenir une maison correctement. Mon mari m'a dit de laisser tomber. La deuxième semaine, elle a commencé à cuisiner tous les repas de mon mari. Elle préparait le dîner avant que je rentre et mettait la table pour 2. Quand j'entrais, elle disait « Oh, je n'avais pas réalisé que tu mangerais ici. Je n'en ai fait que pour moi et mon fils. » Mon mari m'a dit de laisser tomber. La troisième semaine, elle a commencé à faire sa lessive séparément de la mienne. Elle pliait ses vêtements et les rangeait, mais laissait les miens mouillés dans la machine à laver jusqu'à ce qu'ils sentent le moisi. Quand je l'ai confrontée, elle a dit qu'elle n'avait de l'énergie que pour s'occuper de son fils. Mon mari m'a dit de laisser tomber. Dès le 2e mois, elle avait pris le contrôle. Elle répondait à notre porte, répondait à notre téléphone et disait aux visiteurs qu'elle était la maîtresse de maison. Elle parlait de moi comme de la fille qui vit aussi ici beau voisin. Elle se plaignait de tout ce que je faisais. Si je passais l'aspirateur avant midi, je perturbais son sommeil. Si je regardais la télé après 21 heures, je manquais de respect. Si je prévoyais des sorties avec mon mari, elle se sentait soudainement malade et avait besoin qu'il reste à la maison. J'ai essayé de parler à mon mari des dizaines de fois. Chaque conversation se terminait de la même manière. Il soupirait et me disait que sa mère est vieille, que sa mère est seule, que sa mère a juste besoin de lui en ce moment. Il demandait pourquoi je ne pouvais pas simplement être patiente. Il demandait pourquoi je devais toujours créer des problèmes. Le mois dernier, je suis rentré tôt parce que j'avais une migraine. J'ai ouvert la porte de ma chambre, et ma belle-mère était allongée dans mon lit, de mon côté, en train de regarder ma télé. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait dans ma chambre. Elle a dit, « Ma chambre n'a pas une bonne lumière. J'utiliserai cette pièce pendant la journée maintenant. Tu n'es jamais là de toute façon. » Je suis allé directement voir mon mari et je le lui ai dit. Je m'attendais à ce qu'il prenne enfin mon parti. Il a haussé les épaules et a dit, « Elle ne fait de mal à personne. Pourquoi transformes-tu toujours tout en dispute ? Quelque chose s'est brisé en moi. » Je lui ai demandé à qui était cette maison. Il a dit que c'était notre maison. J'ai demandé quel argent l'avait payé. Il est devenu silencieux. J'ai demandé quel nom était sur l'acte de propriété. Son visage a changé. Je lui ai dit que je voulais que sa mère parte d'ici la fin du mois. Il a dit que j'étais sans cœur. Que je le forçais à choisir entre sa femme et sa mère. Je lui ai dit que c'était ma maison, payée par l'argent de mon père. Il s'est mis en colère et a dit que si sa mère partait, il partait aussi. Je l'ai regardé longuement. J'ai donné 11 ans à cet homme. J'ai marché jusqu'à la chambre où sa mère était toujours allongée dans mon lit. Je lui ai dit qu'elle avait 30 jours pour partir. Elle a ri et a appelé mon mari en criant. « Ta femme a perdu la tête !» Il est accouru et s'est tenu à côté de sa mère. Les deux, côte à côte, me regardant comme si j'étais le problème. Je leur ai dit à tous les deux, 30 jours. Mon mari m'a attrapé le bras et a dit, « Si je fais ça, notre mariage est fini. » Je lui ai dit que notre mariage était déjà fini au moment où il a laissé une autre femme me remplacer. Le petit sourire en coin de sa mère a disparu. Je suis allé vers mon placard et j'ai commencé à sortir des valises. Mon mari m'a suivi,
demandant ce que je faisais. Je lui ai dit que je ne restais pas là où on me traitait comme une étrangère. Il a commencé à paniquer, me disant de me calmer, que nous pouvions parler. Sa mère est apparue dans l'embrasure de la porte et a dit « Laisse-la partir. Elle n'a jamais été faite pour toi de toute façon. » J'ai arrêté de faire mes bagages. Je me suis retourné lentement et j'ai regardé mon mari, attendant de voir ce qu'il ferait. Ce qu'il a dit ensuite m'a fait réaliser que je ne le connaissais pas du tout. Il n'a rien dit. Il est juste resté là à me regarder la bouche ouverte pendant que sa mère attendait qu'il la défende. Le silence s'est étiré si longtemps que je pouvais entendre l'horloge tic-tac dans le couloir. Le visage de sa mère a commencé à rougir, et elle a attrapé son bras. Il ne parlait toujours pas. Je me suis remise à sortir des vêtements de mon placard et à les jeter dans la valise sur le lit. Mes mains tremblaient, mais je continuais à bouger parce que si je m'arrêtais, je risquais de m'effondrer complètement. Sa mère a émis un son dégoûté et lui a dit qu'il ferait mieux de dire quelque chose avant que je ne parte vraiment. Il a finalement bougé et a mis sa main sur mon bras pour m'empêcher de faire mes bagages. Je me suis dégagé brusquement et lui ai dit que j'étais sérieuse quand je disais de ne pas me toucher. Il a reculé, et son visage a semblé effrayé pour la première fois depuis le début de toute cette histoire. Sa mère était toujours debout dans l'encadrement de la porte, nous regardant comme si c'était une sorte de spectacle qu'elle appréciait. Je suis passé devant eux deux sans regarder ni l'un ni l'autre et je suis allé dans la chambre d'amis au bout du couloir. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée, et je suis resté là une seconde, juste à respirer. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler mes contacts. L'avocate spécialisée en droit immobilier que je servais au restaurant est apparue, et j'ai appuyé sur appel avant de pouvoir me dissuader de le faire. Elle a répondu à la 3e sonnerie, et je pouvais entendre des enfants crier en arrière-plan. Je lui ai dit qui j'étais et lui ai demandé si elle se souvenait de moi. Elle a dit bien sûr et a demandé ce qui se passait. J'ai expliqué toute la situation aussi vite que je le pouvais, et ma voix se brisait sans cesse, mais j'y suis arrivé. Elle est restée silencieuse une minute puis m'a dit de patienter pendant qu'elle allait dans un endroit plus calme. Quand elle est revenue, elle a dit qu'elle se souvenait de la façon dont je lui offrais toujours des deuxièmes cafés et des frites supplémentaires quand ses dossiers étaient difficiles. J'ai failli me mettre à pleurer juste là. Elle a demandé si mon nom était sur l'acte notarié, et j'ai dit oui, avec celui de mon mari. Elle a demandé qui avait payé l'apport, et je lui ai dit que c'était mon héritage de mon père. Elle a émis un son pensif et a dit que cela me donnait beaucoup de pouvoir dans cette situation. L'argent de mon héritage signifiait que j'avais une plus grande part dans la maison que mon mari, même si nos deux noms étaient sur l'acte. Elle a dit que j'avais absolument le droit légal de décider qui vivait chez moi. J'ai demandé si elle pouvait rendre cela officiel, et elle a dit qu'elle pouvait envoyer une mise en demeure d'expulsion qui tiendrait devant le tribunal si on en arrivait là. Je l'ai remerciée environ 5 fois, et elle m'a dit de tenir bon. Après avoir raccroché, je me suis assise au bord du lit d'amis et j'ai fixé mon téléphone. J'avais besoin d'appeler Manon, mais j'avais tellement honte d'avoir laissé les choses empirer à ce point. Manon m'avait demandé il y a des mois si tout allait bien parce que je continuais d'annuler nos projets. J'avais menti et dit que le travail était juste chargé. Elle allait être tellement en colère que je ne lui ai pas dit la vérité. J'ai appuyé sur son nom dans mes contacts avant de pouvoir me dégonfler. Elle a répondu tout de suite, demandant ce qu'il y avait parce que je n'appelais plus jamais. J'ai commencé à parler, et une fois lancé, je ne pouvais plus m'arrêter. Tout est sorti en vrac à propos de la cuisine, des repas, de la lessive et de ma belle-mère allongée dans mon lit. Manon n'arrêtait pas de dire « Oh mon Dieu, et tu es sérieuse, et je vais le tuer ». Quand je suis arrivé à la partie concernant ce soir et l'avis d'expulsion, sa voix a complètement changé. Elle a dit qu'elle venait tout de suite et que je ne devrais pas être seul. J'ai essayé de lui dire qu'il était tard, mais elle a dit qu'elle s'en fichait et a raccroché avant que je puisse argumenter. J'ai entendu des pas dans le couloir, puis on a frappé à la porte de la chambre d'amis. La voix de mon mari a traversé la porte, demandant si nous pouvions s'il vous plaît en parler. Je suis resté assise sur le lit et lui ai dit à travers la porte que nous pourrions parler après qu'il ait dit à sa mère de commencer à faire ses valises. Il a dit que ce n'était pas juste et que j'étais déraisonnable. Je n'ai pas répondu. Il a frappé à nouveau et a dit mon nom, mais j'ai juste fixé la porte. Finalement, je l'ai entendu s'éloigner dans le couloir. Ses pas étaient lourds et lents. Manon est arrivée 45 minutes plus tard, et j'ai entendu la voix grave de son copain avec elle quand j'ai ouvert la porte d'entrée. Elle m'a bousculé et m'a serré si fort dans ses bras que je pouvais à peine respirer. Son copain se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air mal à l'aise,
jusqu'à ce que Manon lui fasse signe d'entrer. Elle m'a dit que c'était son mec, que son nom s'écrivait avec un C, et qu'il jouait au rugby. Il m'a fait un signe de tête, et j'ai compris pourquoi elle l'avait amené. Il était immense et occupait la moitié du couloir juste en se tenant là. Manon a demandé où étaient mon mari et sa mère, et j'ai pointé vers le salon. Nous pouvions entendre la voix de ma belle-mère devenir de plus en plus forte alors qu'elle parlait au téléphone. Manon m'a attrapé la main et m'a ramené dans la chambre d'amis pendant que son copain restait dans le couloir. Elle a fermé la porte, m'a fait asseoir et m'a fait tout raconter à nouveau depuis le début. Cette fois, je ne me suis pas précipité. Je lui ai raconté chaque chose qui s'était passée au cours des 8 derniers mois. Son visage devenait de plus en plus colérique, et à la fin, elle faisait les 100 pas. Elle a dit que j'aurais dû l'appeler la première semaine quand ma belle-mère a jeté mes épices. Je lui ai dit que je pensais toujours que ça irait mieux. Elle a arrêté de faire les 100 pas, m'a regardé et a dit que certaines choses ne s'améliorent pas d'elles-mêmes. Nous pouvions entendre ma belle-mère dans le salon parler encore plus fort maintenant. Sa voix portait dans toute la maison alors qu'elle disait à son interlocuteur que j'étais complètement déraisonnable et que j'essayais de jeter une vieille femme à la rue. Manon a levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'ils allaient rester coincés. Elle a dit à voix basse que cette femme avait un sacré culot de parler comme ça. Je me suis senti soudainement épuisé et je me suis allongé sur le lit d'amis. Manon s'est assise à côté de moi et a dit que je pouvais dormir chez elle si je voulais partir d'ici ce soir. J'ai secoué la tête et lui ai dit que c'était ma maison et que je ne la quitterais pas. Elle a souri et a dit que c'était mieux comme ça. Elle a dit à son copain à travers la porte que nous restions ici ce soir et lui a demandé s'il pouvait courir chez elle chercher un sac pour la nuit. Je l'ai entendu dire bien sûr, puis la porte d'entrée s'est ouverte et fermée. Manon a enlevé ses chaussures et s'est allongée sur le sol à côté du lit. Elle a dit qu'elle restait ici avec moi et que mon mari devrait faire avec. Je l'ai remerciée, et elle m'a dit de me taire parce que c'est ce que font les amis. Nous étions allongés là dans le noir, et je pouvais entendre ma belle-mère parler encore dans le salon. Sa voix s'est finalement arrêtée vers minuit. Manon dormait déjà sur le sol avec une couverture de rechange que je lui avais donnée. J'ai fixé le plafond et pensé aux 11 dernières années. J'essayais de comprendre quand exactement les choses avaient changé ou si elles avaient toujours été ainsi, et que je ne l'avais tout simplement pas vu. Chaque fois que je commençais à m'assoupir, j'entendais quelque chose et je me réveillais en sursaut. Le matin est arrivé bien trop tôt. Je pouvais sentir l'odeur du café en train de couler et entendre le bruit des casseroles dans la cuisine. Manon s'est assise, s'est étirée et a demandé si j'étais prête à les affronter. J'ai dit non, mais que je devais le faire de toute façon. Nous avons descendu le couloir ensemble, et je pouvais entendre la voix de mon mari dans la cuisine avec celle de sa mère. Quand nous avons tourné au coin, je l'ai vu debout devant la cuisinière en train de faire des œufs tandis que sa mère était assise à la table de la cuisine comme si elle était propriétaire des lieux. Aucun d'eux ne m'a regardé quand je suis entré. Sa mère avait le journal étalé devant elle et le lisait comme si c'était juste un autre matin normal. Mon mari me tournait le dos et se concentrait sur les œufs. Manon est passée devant eux deux et a commencé à faire du café pour nous sans demander la permission. Je suis allé vers la cafetière et je me suis versé une tasse pendant que mon mari gardait le dos tourné vers la cuisinière. Le liquide chaud m'a un peu brûlé la gorge quand j'ai pris la première gorgée, mais j'ai accueilli cette sensation car elle me donnait quelque chose sur quoi me concentrer en dehors des deux personnes dans ma cuisine qui faisaient semblant que je n'existais pas. J'ai posé ma tasse sur le plan de travail avec un léger clic et j'ai regardé directement le dos de mon mari. La mise en demeure arrivera aujourd'hui. Ses épaules se sont raidies, et la spatule dans sa main s'est arrêtée de bouger. Ta mère doit commencer à chercher un nouvel endroit. La poêle a heurté la cuisinière si fort que j'ai cru qu'elle allait se fendre, et il s'est retourné, le visage déjà rouge. Tu vas vraiment détruire notre famille pour ça? Sa voix est sortie plus forte qu'il ne le voulait, je pense. Et la tête de sa mère s'est relevée brusquement de son journal. Elle nous regardait l'un après l'autre comme si elle regardait un match de tennis à Roland-Garros, et je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête alors qu'elle cherchait comment utiliser ce moment. Les larmes ont commencé avant même qu'elle n'ouvre la bouche, et je savais ce qui allait arriver avant qu'elle ne dise un mot. Comment peux-tu me faire ça? Sa voix tremblait et montait dans les aigus à chaque mot. Je n'ai nulle part où aller. Je suis une vieille femme, et mon propre fils va me jeter à la rue. Elle a pressé ses mains sur son visage, et ses épaules ont tremblé de sanglots qui sonnaient faux et théâtraux à mes oreilles. J'ai repris ma tasse de café et j'ai pris une autre gorgée lente tout en regardant sa performance. Mon mari s'est dirigé vers sa mère comme tiré par une ficelle,
et sa main s'est tendue pour toucher son épaule. Je suis resté exactement là où j'étais et je n'ai pas dit un seul mot. Le silence semblait la déranger plus que tout ce que j'aurais pu dire car les pleurs devenaient plus forts et plus dramatiques. Elle a jeté un coup d'œil à travers ses doigts pour voir si je réagissais. Et quand elle a vu mon visage calme, les pleurs se sont interrompus juste une seconde. La porte de Manon s'est ouverte au bout du couloir, et j'ai entendu ses pas venir vers la cuisine. Elle est entrée en pantalon de survêtement et portant une des chemises trop grandes de son copain, et ses cheveux étaient encore en désordre à cause du sommeil. Bonjour tout le monde. Sa voix était bien trop joyeuse pour la scène dans laquelle elle venait d'entrer, et j'ai vu le visage de ma belle-mère se tordre de colère. Manon est allée directement à la cafetière et s'est versé une tasse comme si elle vivait ici. Je serais ravi de vous aider à commencer vos cartons aujourd'hui si vous voulez. Elle a dit ça à ma belle-mère avec un sourire éclatant qui n'atteignait pas ses yeux. On pourrait récupérer des cartons au supermarché et commencer par votre chambre. Les pleurs se sont arrêtées comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Les mains de ma belle-mère sont tombées de son visage, et elle a fixé Manon avec un regard qui aurait pu geler de l'eau. Mon mari avait l'air confus et a ouvert la bouche, mais Manon a juste continué à sourire et à siroter son café. J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine, et j'ai dû cacher mon propre sourire derrière ma tasse. Mon mari m'a saisi le coude et m'a tiré vers le couloir. Il faut qu'on parle. Sa voix était calme, mais urgente, et je l'ai laissé me conduire vers la chambre d'amis où Manon avait dormi. Il a fermé la porte et s'est tourné vers moi en passant ses mains dans ses cheveux, comme il le faisait toujours quand il était stressé. S'il te plaît, reconsidère ça. Ses yeux semblaient fatigués, et il y avait des cernes sombres en dessous que je n'avais pas remarquées auparavant. Ma mère trouvera un endroit, mais elle a besoin de plus de 30 jours. J'ai croisé les bras et me suis appuyé contre la porte. Elle a eu 8 mois pour économiser de l'argent et régler sa situation. Mais elle ne savait pas qu'elle en aurait besoin. La voix de mon mari est montée plus haut, et il a commencé à faire les 100 pas dans le petit espace. Elle pensait que c'était permanent. C'est exactement le problème. J'ai gardé ma voix égale et calme, même si j'avais envie de crier. Elle a emménagé ici en pensant qu'elle pouvait prendre le contrôle de ma vie, et tu l'as laissé faire. Il a arrêté de faire les 100 pas et m'a regardé. Ce n'est pas juste. J'ai soutenu son regard sans cligner des yeux. Ce qui n'est pas juste, c'est que je suis une étrangère dans ma propre maison depuis 8 mois alors que tu as choisi son confort plutôt que le mien à chaque fois. Il n'avait aucune réponse à cela, et le silence s'est étiré entre nous jusqu'à ce que nous entendions des voix s'élever dans la cuisine. Nous sommes retournés pour trouver Manon toujours debout près de la cafetière tandis que ma belle-mère s'était déplacée vers le téléphone fixe. Elle composait le numéro avec des mouvements secs et colériques et ne regardait aucun de nous deux. « J'appelle ta sœur » a-t-elle dit à mon mari en me fusillant du regard. Elle a besoin de savoir quel genre de femme tu as épousé. Allez-y. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai entouré ma tasse de café de mes mains. L'après-midi s'est traîné avec ma belle-mère passant des coups de fil et mon mari tournant autour de nous deux comme s'il ne savait pas quel parti prendre. Manon est restée près de moi, et chaque fois que ma belle-mère essayait de commencer une autre crise de larmes, Manon proposait à nouveau de l'aider à faire ses bagages. Vers 15 heures, on a sonné à la porte, et mon mari est allé répondre. J'ai entendu des voix dans le couloir, puis il est revenu tenant une grande enveloppe avec un sceau officiel dessus. Son visage était devenu pâle, et ses mains tremblaient légèrement alors qu'il regardait l'adresse de l'expéditeur. Un huissier. Sa voix est sortie plate, et il tenait l'enveloppe comme si elle risquait d'exploser. Ma belle-mère la lui a arrachée des mains et l'a déchirée. J'ai regardé ses yeux scanneur le papier à l'intérieur, et son visage est passé du blanc au rouge vif en quelques secondes. « Tu ne peux pas faire ça !» Elle a crié si fort que j'ai vu Manon tressaillir. « Tu ne peux pas simplement me jeter hors de chez moi. » Je me suis levé lentement et j'ai marché vers l'endroit où elle se tenait agrippée à l'avis d'expulsion. « Je peux absolument faire ça. » Ma voix est restée calme et stable. « Et si vous n'êtes pas parti dans 30 jours, je ferai appel à la police pour vous faire partir. » Le papier s'est froissé dans ses mains, et elle a regardé mon mari. « Vas-tu la laisser faire ça à ta propre mère ?» Le visage de mon mari était devenu gris, et il avait l'air sur le point de vomir. Il a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Je me suis retourné et je suis retourné à mon café. Les quelques jours suivants se sont fondus dans une étrange routine. Ma belle-mère a essayé toutes les ruses qu'elle avait déjà utilisées sur son fils. Elle pleurait au petit déjeuner et rageait au dîner. Elle se tenait la poitrine et disait qu'elle avait des problèmes cardiaques.
Elle lui disait qu'elle ne pouvait pas dormir, ne pouvait pas manger et ne pouvait pas supporter l'idée d'être seule. Je notais chaque chose qu'elle faisait dans un carnet que je gardais dans ma table de nuit. La date, l'heure, ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait, comment mon mari réagissait. Manon m'a aidé à prendre des photos de ses affaires encore non déballées et des vidéos de ses épisodes dramatiques quand elle ne savait pas que nous enregistrions. Mon mari a déménagé sur le canapé après la deuxième nuit. Il restait allongé là à fixer le plafond, et je pouvais le voir depuis le couloir quand je me levais pour aller aux toilettes. Parfois, je l'entendais au téléphone tard le soir parler à voix basse, ce qui signifiait qu'il parlait à sa mère, même si elle était juste au bout du couloir dans sa chambre. Quand il me parlait, c'était toujours la même chose. Tu ne peux pas lui donner plus de temps? Tu ne te souviens pas quand on a dit pour le meilleur et pour le pire? Qu'est-il arrivé à la femme que j'ai épousée qui était gentille et patiente? J'ai arrêté de répondre après le 3e jour parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Cette femme est morte. J'ai dit ça un matin quand il m'a coincé près de la cafetière. Elle est morte un peu chaque jour pendant 8 mois alors que tu as choisi ta mère plutôt qu'elle. Sa bouche s'est ouverte et fermée, mais aucun son n'est sorti. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère, et peut-être que je l'étais. Peut-être que nous l'étions tous les deux. Les voisins ont commencé à frapper à la porte vers la fin de la semaine. J'ai ouvert la porte et j'ai reculé pour les laisser entrer. La première voisine était Madame Dubois, 3 maisons plus loin, qui me faisait toujours signe quand je prenais mon courrier. Le second était Monsieur Morel, qui vivait juste en face. Tous deux semblaient mal à l'aise debout dans mon entrée pendant que ma belle-mère observait depuis le salon les bras croisés. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à leur montrer les photos que Manon m'avait aidé à prendre ces derniers jours. Voici ma cuisine avant qu'elle n'emménage. J'ai fait glisser vers la photo suivante. Voici à quoi elle ressemble maintenant. Les yeux de Madame Dubois se sont écarquillés quand elle a vu la différence. Je leur ai montré des photos de ma chambre avec les affaires de ma belle-mère étalées sur ma commode et ma table de nuit. J'ai expliqué comment elle avait commencé à utiliser ma chambre pendant la journée sans demander. Monsieur Morel a changé de pied et a regardé le sol. Je leur ai raconté être rentré à la maison pour trouver le dîner mis pour 2 personnes et m'être fait dire qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour moi. J'ai décrit comment mes vêtements étaient laissés dans la machine à laver jusqu'à ce qu'ils sentent mauvais alors qu'elle ne lavait que les affaires de mon mari. Les 2 voisins ont jeté un coup d'œil vers le salon où ma belle-mère était assise parfaitement immobile sur le canapé. Madame Dubois m'a touché le bras et a dit qu'elle était désolée d'avoir cru ce qu'on lui avait dit. Monsieur Morel a dit qu'il aurait dû venir me parler d'abord avant de porter un jugement. Ils sont tous les 2 partis rapidement, et je pouvais les voir parler entre eux sur le trottoir en s'éloignant. Manon est arrivée 1 heure plus tard avec un sac du magasin de bricolage. Elle a sorti un nouvel ensemble de serrures et une perceuse et m'a dit que nous sécurisions ma chambre tout de suite. Nous sommes montés et elle s'est mise au travail pour enlever l'ancienne poignée de porte pendant que je tenais la porte. Ma belle-mère a monté les escaliers et s'est tenue dans le couloir à nous regarder, la bouche pincée en une ligne fine. Manon ne l'a même pas regardée alors qu'elle installait la nouvelle serrure qui ne pouvait être ouverte qu'avec une clé de l'extérieur. Elle m'a tendu les 2 clés et m'a dit d'en garder une sur moi à tout moment. Mon mari est rentré pendant que nous testions la serrure pour nous assurer qu'elle fonctionnait correctement. Il s'est tenu en haut de l'escalier et a fixé la nouvelle quincaillerie sur la porte de ma chambre. Son visage est devenu pâle et il a ouvert la bouche comme s'il voulait dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Il s'est simplement retourné et est redescendu sans un mot. 7 jours se sont écoulés depuis que j'ai donné l'avis d'expulsion à ma belle-mère. Je passais devant sa chambre tous les matins et tous les soirs et je voyais exactement le même désordre de vêtements, de papier et de bric-à-brac étalés sur toutes les surfaces. Pas un seul carton ne se trouvait nulle part dans sa chambre. Pas un seul meuble n'avait été déplacé ou préparé pour le transport. Son placard débordait encore de vêtements suspendus, et les tiroirs de sa commode pendaient encore ouverts, montrant qu'ils étaient complètement pleins. Je me suis tenu dans l'encadrement de sa porte le 7e jour et je l'ai regardée assise sur son lit en train de lire un magazine comme si elle avait tout le temps du monde. Elle a levé les yeux vers moi et a souri d'une manière qui m'a retourné l'estomac. Elle pensait que je bluffais. Elle pensait que je reculerais à la dernière minute et que je la laisserais rester parce que c'est ce que j'avais toujours fait avant. J'ai appelé une entreprise de déménagement le lendemain matin et je les ai programmés pour le 30e jour. La femme au téléphone m'a demandé ce qui devait être déménagé, et je lui ai dit tout ce qu'il y avait dans une chambre plus tous les espaces communs appartenant à ma belle-mère. Elle a demandé si les articles seraient emballés, et j'ai dit que s'ils n'étaient pas emballés au moment où les déménageurs arriveraient,
alors les déménageurs devraient les emballer et m'envoyer la facture. Je lui ai donné mes informations de carte bancaire et confirmé la date et l'heure. Ensuite, j'ai marché jusqu'à la chambre de ma belle-mère et je lui ai dit que les déménageurs venaient dans 3 semaines. J'ai expliqué que tout ce qui ne serait pas emballé serait emballé pour elle et mis en garde-meuble à ses frais. Son visage s'est vidé de toute couleur, et elle s'est levée de son lit si vite que le magazine est tombé par terre. Elle a commencé à dire quelque chose, mais je me suis retourné et je suis parti avant qu'elle ne puisse sortir les mots. Mon mari est rentré ce soir-là et est allé directement dans la chambre de sa mère. Je les ai entendus parler à voix basse derrière sa porte fermée pendant près d'1 heure. Quand il est finalement sorti, il est entré dans la cuisine où je préparais le dîner et a demandé à sa mère pourquoi elle n'avait pas commencé à chercher des appartements. Sa voix semblait fatiguée et confuse, comme s'il ne comprenait vraiment pas ce qui se passait. J'ai continué à couper des légumes et je ne me suis pas retourné. J'ai entendu ma belle-mère descendre les escaliers et entrer dans la cuisine derrière moi. Elle a dit à mon mari qu'elle ne devrait pas avoir à chercher d'endroit parce que c'était sa maison maintenant, aussi. Le couteau dans ma main s'est arrêté de bouger. Je l'ai posé soigneusement sur la planche à découper et je me suis retourné lentement pour les regarder tous les deux. Quelque chose a changé sur le visage de mon mari à ce moment précis. Ses yeux se sont agrandis et sa bouche s'est légèrement ouverte comme s'il venait de comprendre quelque chose pour la première fois. Il a regardé sa mère, puis moi, puis de nouveau sa mère. J'ai vu la réalisation se répandre sur ses traits alors qu'il voyait enfin ce qui avait été évident pour tout le monde depuis des mois. Sa mère n'avait jamais prévu de partir. Elle avait emménagé avec l'intention de rester pour toujours et de me pousser hors de ma propre maison. L'expression sur son visage me disait qu'il voyait sa mère clairement pour peut-être la première fois de sa vie. Mon mari a demandé directement à sa mère si elle avait même essayé de trouver un appartement. Sa voix est sortie plate et dure d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Ma belle-mère a levé le menton et a dit qu'elle n'avait pas besoin de trouver un endroit parce que son fils ne me laisserait pas vraiment la jeter dehors. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous trois. L'arrogance dans sa voix était si épaisse que je pouvais presque la voir. Elle croyait avec une certitude absolue que son fils la choisirait elle plutôt que moi à la fin. Elle comptait là-dessus depuis le début. Mon mari s'est assis à la table de la cuisine et a mis sa tête dans ses mains. Ses épaules se sont voûtées, et il a semblé plus petit d'une certaine manière. Je l'ai regardé assis là un long moment avant de me retourner vers mes légumes et de continuer à préparer le dîner. C'était quelque chose qu'il devait régler seul. Je ne pouvais pas le faire pour lui et je n'essaierais pas. Il devait décider par lui-même quel genre d'homme il voulait être et quel genre de mariage il voulait avoir. J'ai quitté la cuisine et je suis monté dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Cette nuit-là vers 23 heures, j'ai entendu frapper doucement à la porte de ma chambre. La voix de mon mari a traversé la porte demandant si nous pouvions parler. Je me suis levé du lit où je lisais et j'ai déverrouillé la porte. Il est entré et s'est assis au bord du lit, l'air plus épuisé que je ne l'avais jamais vu. Ses cheveux rebiquaient par endroits comme s'il avait passé ses mains dedans, et ses yeux avaient des cernes. Il est resté assis là 1 minute sans rien dire, et j'ai attendu. Il a finalement dit qu'il n'avait pas réalisé à quel point les choses avaient empiré. Sa voix s'est un peu brisée sur les mots. Il m'a dit qu'il n'arrêtait pas de se dire que sa mère avait juste besoin de temps pour s'adapter à la vie avec nous. Il a dit qu'il pensait qu'elle se calmerait et commencerait à agir normalement une fois installée. Je me suis assise à côté de lui, mais pas trop près, et je lui ai demandé s'il ne voyait honnêtement pas comment elle me traitait. Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas du tout. Il a regardé ses mains et a hoché la tête lentement. Il m'a dit qu'il voyait tout, mais qu'il ne voulait pas faire face à la réaction de sa mère s'il la confrontait. Il a dit que c'était plus facile de prétendre que les choses n'étaient pas aussi graves qu'elles l'étaient. Il a admis qu'il avait choisi la voie qui ne lui causerait pas de problème, et que j'avais payé le prix de sa lâcheté. Sa voix s'est brisée quand il a dit ce dernier mot. Je suis resté assise à le regarder pendant qu'il gardait les yeux au sol. Une partie de moi voulait le réconforter, mais une plus grande partie de moi était encore en colère à propos de ces 8 mois à être traité comme une moins que rien dans ma propre maison. J'ai pris une respiration et je lui ai dit que j'appréciais l'honnêteté, mais que j'avais besoin de voir des actes, pas juste des mots. J'ai dit que sa mère devait toujours partir et qu'il devait être celui qui s'assurerait qu'elle le fasse vraiment. Il a levé les yeux vers moi et a demandé ce que je voulais dire. Je lui ai dit que je n'allais plus être la méchante, qu'il devait l'asseoir et lui dire de commencer à chercher des appartements. Il a dégluti difficilement et a hoché la tête à nouveau. Nous sommes restés assis là en silence quelques minutes de plus avant qu'il ne se lève et ne quitte la pièce.
Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai entendu des voix en bas. Je suis descendu pour trouver mon mari assis à la table de la cuisine en face de sa mère. Elle avait son café habituel et faisait défiler son téléphone comme si de rien n'était. Mon mari s'est raclé la gorge et lui a dit qu'elle devait commencer à chercher un appartement aujourd'hui. Sa voix tremblait un peu, mais il a sorti les mots. Ma belle-mère a levé les yeux de son téléphone avec cette expression confuse comme si elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Elle a posé son téléphone et ses yeux ont commencé à devenir humides. Voici venir la routine des pleurs. Elle lui a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde était si cruel envers elle. Elle a dit qu'elle pensait que c'était sa maison maintenant et qu'elle ne savait pas où elle pourrait aller d'autre. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues et elle a tendu la main à travers la table pour attraper la sienne. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, observant et attendant de voir ce qu'il ferait. Mon mari a retiré sa main et lui a dit que les pleurs n'allaient pas marcher cette fois. Sa voix était plus forte maintenant. Il a dit qu'elle avait 3 semaines pour trouver un endroit et que c'était définitif. Le visage de ma belle-mère a complètement changé. Les larmes se sont arrêtées comme si quelqu'un avait fermé un robinet. Sa bouche s'est serrée et ses yeux sont devenus durs. Elle s'est levée si vite que sa chaise a raclé contre le sol. Elle a dit à mon mari qu'il était une déception et un fils terrible pour avoir choisi une femme plutôt que sa propre mère. Elle a dit qu'elle l'avait mieux élevé que ça et qu'elle ne pouvait pas croire qu'il la jetterait à la rue. Sa voix devenait plus forte à chaque mot. Mon mari a tressailli quand elle l'a traité de déception, mais il n'a pas reculé. Il lui a dit qu'elle s'était fait ça toute seule en refusant de respecter les limites. Elle a ri de ce rire dur et amer et a dit que les limites n'étaient qu'une excuse pour lui de l'abandonner. Je l'ai vu agripper le bord de la table si fort que ses articulations sont devenues blanches, mais il est resté assis. Ma belle-mère a joué sa dernière carte. Elle lui a alors dit que si elle partait, elle ne lui parlerait plus jamais. Elle a dit qu'il serait mort pour elle, et qu'elle le pensait vraiment. Sa voix est devenue froide et plate quand elle a dit ces mots. J'ai vu le visage de mon mari s'effondrer un peu, et une vraie douleur a traversé ses traits. Il aimait sa mère malgré tout, et la pensée de la perdre complètement le blessait. Mais j'ai aussi vu autre chose dans son expression, quelque chose qui ressemblait à de la résolution commençant à se construire. Il est resté assis là un long moment, juste à respirer pendant que sa mère le fixait du regard, attendant qu'il cède. Finalement, il a parlé. Il lui a dit que c'était son choix à elle, mais qu'elle partait dans 3 semaines, qu'elle le veuille ou non. Sa voix n'a pas tremblé cette fois. Le visage de ma belle-mère est devenu rouge, et elle a attrapé son téléphone sur la table. Elle est passée devant moi en trombe sans me regarder et est montée à l'étage. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu la porte de sa chambre claquer si fort que les murs ont tremblé. Mon mari était assis à la table, la tête dans les mains. Je me suis approché et me suis assise à côté de lui. Il n'a rien dit et moi non plus. Nous sommes juste restés assis là pendant que la lumière du matin traversait la fenêtre de la cuisine. Au bout d'un moment, il s'est levé et est allé prendre une douche. Je l'ai entendu au téléphone plus tard dans la journée consulter des annonces d'appartements et appeler des endroits pour demander les disponibilités. Au cours de la semaine suivante, je l'ai vu aider réellement sa mère à chercher des appartements. Il rentrait du travail et lui montrait les annonces qu'il avait trouvées. Il la conduisait pour voir des endroits même si elle se plaignait tout le temps de leur petitesse, de leur éloignement ou de leur prix. Je l'ai vu fixer des limites avec elle pour la première fois depuis qu'elle avait emménagé. Quand elle essayait de le culpabiliser, il prenait une respiration et répétait calmement qu'elle devait trouver un endroit. Quand elle disait qu'elle était trop fatiguée pour visiter des appartements, il lui disait qu'elle devait prendre le temps. Elle le combattait à chaque étape, mais il ne cédait plus. Ma belle-mère a tenté une dernière manœuvre de manipulation. Elle a appelé les proches de mon mari et leur a dit que je la maltraitais et la forçais à quitter son foyer. Elle a dit que j'étais cruel et sans cœur et qu'elle n'avait nulle part où aller. La tante de mon mari l'a appelé 2 jours plus tard. J'étais dans le salon quand son téléphone a sonné et je l'ai entendu répondre. Sa tante a commencé à crier si fort que je pouvais entendre sa voix à travers le téléphone depuis l'autre bout de la pièce. Elle lui a dit qu'il devrait avoir honte de lui-même de laisser sa femme traiter sa mère de cette façon. Mon mari l'a laissé crier pendant 1 minute, puis il a commencé à expliquer toute la situation. Il lui a parlé de la cuisine réorganisée, des repas préparés pour 2 et de sa mère allongée dans notre lit. Il lui a parlé de 8 mois où sa mère a essayé de me pousser hors de ma propre maison. Les cris ont cessé. Sa tante est devenue silencieuse à l'autre bout du fil. Puis sa tante a dit quelque chose qui a fait écarquiller les yeux de mon mari.
Elle lui a dit qu'elle avait entendu des histoires sur ma belle-mère faisant des choses similaires à d'autres membres de la famille au fil des ans. Elle a dit que sa mère avait emménagé chez son cousin pendant un certain temps et avait fait la même chose jusqu'à ce que le mari de la cousine mette le holà. Elle a mentionné un autre parent qui avait dû faire appel à un avocat pour faire partir ma belle-mère. Mon mari avait l'air choqué comme si cette information était complètement nouvelle pour lui. Il a demandé à sa tante pourquoi personne ne lui en avait jamais parlé avant. Sa tante a dit que la famille n'en parlait pas parce que sa mère piquait une crise et coupait les ponts avec les gens s'ils abordaient le sujet. Elle lui a dit que sa mère avait l'habitude d'emménager chez des proches puis d'essayer de prendre le contrôle de leur maison. Mon mari a remercié sa tante et a raccroché. Il s'est assis sur le canapé à fixer le vide pendant un long moment. À 2 semaines de la date limite, ma belle-mère a finalement signé un bail pour un petit appartement à l'autre bout de la ville. Mon mari est rentré et m'a dit qu'elle avait trouvé un endroit et versé une caution. Elle était furieuse à ce sujet et s'est assurée que tout le monde sache qu'elle était forcée dans cette horrible situation. Elle a dit aux voisins qu'elle était jetée dehors par son fils ingrat et sa terrible femme. Elle a appelé des proches et a pleuré sur le fait qu'elle serait toute seule dans son minuscule appartement. Elle a posté des choses sur les réseaux sociaux disant que la famille ne compte plus et que les enfants abandonnent leurs parents. Mais le bail était signé, et la date du déménagement était fixée. Mon mari avait l'air épuisé mais aussi soulagé. Il m'a dit qu'il n'avait jamais réalisé à quel point sa mère le manipulait jusqu'à ce qu'il commence à résister. Je lui ai dit que j'étais heureuse qu'il le voie enfin. La semaine précédant le déménagement, j'ai à peine dormi. Mon mari n'arrêtait pas de vérifier son téléphone toutes les quelques minutes, et je savais que sa mère lui envoyait des SMS sans arrêt pour essayer de le faire changer d'avis. Il lisait les messages puis posait le téléphone face contre terre sans répondre. Je voyais le stress sur son visage, mais il ne cédait pas. Un soir, il s'est tourné vers moi et a dit que nous devions parler de nous faire aider pour notre mariage. Il a dit que le départ de sa mère n'allait pas réparer tout ce qui s'était brisé entre nous au cours des 8 derniers mois. J'étais d'accord parce que je savais qu'il avait raison. Nous avons trouvé une conseillère spécialisée dans les problèmes familiaux et avons réservé notre première séance pour la semaine suivant le déménagement de sa mère. Le cabinet de la conseillère était dans un petit immeuble du centre-ville avec des fauteuils confortables et un éclairage doux censé calmer les gens. Mon mari s'est assis d'un côté du canapé et moi de l'autre avec un espace entre nous. La conseillère nous a demandé d'expliquer pourquoi nous étions là, et mon mari a commencé à parler en premier. Il lui a raconté l'emménagement de sa mère et comment il ne m'avait pas demandé mon avis d'abord. Il lui a raconté toutes les façons dont sa mère avait pris le contrôle de notre maison et comment il n'arrêtait pas de me dire de laisser tomber. La conseillère a écouté sans interrompre, puis elle lui a demandé pourquoi il pensait qu'il était acceptable de donner la priorité à sa mère sur sa femme. Mon mari est resté silencieux pendant un long moment. Il a dit qu'il avait grandi en croyant que prendre soin de sa mère était son travail le plus important en tant que fils. Son père est parti quand il était jeune et sa mère l'a élevé seul, et elle lui a toujours dit qu'il était l'homme de la maison maintenant. Elle l'a fait se sentir responsable de son bonheur et de son bien-être, et il a porté cela à l'âge adulte sans le remettre en question. La conseillère lui a demandé s'il réalisait que sa femme devait être sa priorité maintenant qu'il était marié. Il a hoché la tête et a dit qu'il commençait à comprendre cela, mais que cela semblait mal de faire passer sa mère en second. La conseillère a expliqué que des limites saines avec les parents sont nécessaires pour qu'un mariage fonctionne. Elle a dit que sa mère était une adulte qui devrait prendre soin d'elle-même, et qu'il n'était pas responsable de la gestion de ses émotions ou de sa vie. Mon mari avait l'air de quelqu'un à qui l'on venait d'expliquer une évidence qu'il n'avait, pour une raison obscure, jamais vue auparavant. Lors de notre deuxième séance, la conseillère m'a demandé ce dont j'avais besoin de la part de mon mari pour aller de l'avant. Je lui ai dit que j'avais besoin de voir un changement constant dans le temps et pas juste une amélioration temporaire jusqu'à ce que la crise passe. J'ai dit que j'avais besoin qu'il prouve qu'il pouvait fixer des limites avec sa mère et les maintenir même quand elle pleurait ou le culpabilisait. J'avais besoin qu'il choisisse notre mariage plutôt que les sentiments de sa mère. Mon mari a dit qu'il comprenait et qu'il voulait regagner ma confiance. Il a dit qu'il savait que cela prendrait du temps et qu'il était prêt à faire le travail. La conseillère nous a donné des devoirs sur la communication et la définition des attentes, et nous sommes partis avec le sentiment que nous avions peut-être une chance. Le jour du déménagement est arrivé un samedi matin au début de l'automne. Les déménageurs se sont présentés à 8 heures du matin avec leur camion, et ma belle-mère a répondu à la porte en peignoir comme si elle accueillait des invités indésirables. Elle leur a dit qu'il devait y avoir une erreur parce qu'elle n'allait nulle part. Le chef des déménageurs avait l'air confus et a sorti ses papiers montrant notre adresse et son nom.
Mon mari est descendu et a dit au déménageur de commencer par la chambre d'amis où sa mère avait séjourné. Elle se tenait dans le couloir à les regarder porter des cartons et des meubles hors de la maison, et son visage montrait une incrédulité totale comme si elle pensait vraiment que ce jour ne viendrait jamais. Elle n'arrêtait pas de regarder mon mari en attendant qu'il arrête ça, mais il dirigeait juste les déménageurs et évitait son regard. Quand ils ont commencé à charger son cadre de lit dans le camion, elle a finalement semblé réaliser que cela arrivait vraiment. Elle a suivi mon mari dehors dans l'allée, et j'ai regardé depuis la fenêtre du salon. Elle a attrapé son bras et a commencé à pleurer et à lui dire qu'elle serait toute seule dans ce minuscule appartement. Elle a dit qu'elle était sa mère et qu'elle l'avait élevée et avait tout sacrifié pour lui et que c'était ainsi qu'il la remboursait. Mon mari a retiré son bras doucement et l'a serré dans ses bras. Mais quand elle a arrêté de pleurer et l'a regardé avec espoir, il lui a dit fermement qu'elle s'était fait ça toute seule en refusant de respecter les limites. Il a dit qu'elle avait eu 8 mois pour me traiter avec une décence élémentaire et qu'elle avait choisi de ne pas le faire. Il a dit qu'elle aurait pu rester si elle avait simplement été gentille avec sa femme, mais qu'au lieu de cela, elle avait essayé de me pousser hors de mon propre foyer. Le visage de sa mère est passé de la tristesse à la colère en quelques secondes. Elle a reculé et a dit qu'il était faible et contrôlé par moi. Elle a dit que j'avais volé son fils et l'avais monté contre sa propre mère. Mon mari a commencé à répondre, mais j'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sorti. Je me suis tenu à côté de mon mari et j'ai regardé ma belle-mère directement. Elle m'a rendu mon regard avec une haine pure dans les yeux et a dit que j'avais volé son fils. Je n'ai pas répondu parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Les déménageurs ont fini de charger le camion et ma belle-mère est montée dans la voiture de mon mari pour qu'il puisse les suivre jusqu'à son nouvel appartement. Je suis resté à la maison et je les ai regardés s'éloigner. La maison semblait différente immédiatement, comme si je pouvais enfin respirer correctement. J'ai marché à travers chaque pièce et j'ai remarqué à quel point elle semblait vide sans sa présence remplissant chaque coin. Ce soir-là, après que mon mari soit rentré après avoir aidé sa mère à déballer, nous nous sommes assis dans notre salon pour la première fois en 8 mois sans elle. La tension dans l'air a commencé à se dissiper lentement, et j'ai senti mes épaules se détendre. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais nous n'en avions pas besoin. Nous avons passé le week-end à nous réapproprier notre espace ensemble. J'ai remis ma cuisine comme je l'aimais, avec mes épices dans le placard où elles devaient être. Nous avons remis les meubles là où ils étaient avant que sa mère ne réorganise tout. Nous avons raccroché des photos qu'elle avait enlevées et rangé les décorations qu'elle avait remplacées par les siennes. C'était comme respirer après avoir été sous l'eau trop longtemps. Dimanche soir, mon mari m'a fait asseoir et s'est excusé plus profondément qu'il ne l'avait fait auparavant. Il a énuméré des façons précises dont il m'avait laissé tomber et a reconnu chaque fois qu'il avait choisi le confort de sa mère plutôt que mon bien-être. Il a promis de faire mieux et a dit qu'il le prouverait par ses actes, pas juste ses mots. Je lui ai dit que je voulais le croire, mais que j'avais besoin de voir un changement durable. Nous avons commencé la thérapie chaque semaine et avons travaillé lentement à reconstruire notre relation. Mon mari a appris à fixer des limites avec sa mère quand elle appelait en pleurant ou se présentait à l'improviste. Elle a appris qu'elle ne pouvait plus le manipuler en menaçant de couper les ponts ou en le faisant se sentir coupable. Ma belle-mère a appelé le téléphone de mon mari chaque jour pendant les 2 premières semaines après son déménagement. Je pouvais l'entendre sonner à toute heure et je le regardais refuser la plupart des appels. Quand il répondait, les conversations étaient courtes et il gardait la voix basse. Elle pleurait et le suppliait de venir lui rendre visite ou se plaignait de son appartement ou demandait quand elle pourrait revenir à la maison. Mon mari lui a dit fermement qu'elle pouvait appeler 1 fois par semaine le dimanche et qu'il ne discuterait plus de moi ou de notre mariage avec elle. Elle lui a crié dessus à travers le téléphone assez fort pour que je puisse l'entendre depuis l'autre bout de la pièce, le traitant d'ingrat et disant que j'avais empoisonné son esprit contre elle. Il a tenu le téléphone loin de son oreille jusqu'à ce qu'elle ait fini de crier puis a répété sa limite d'1 fois par semaine avant de raccrocher. Le dimanche suivant, quand elle a appelé, elle a essayé une approche différente et a agi de manière douce et inquiète sur la façon dont il allait. Elle a demandé s'il mangeait correctement et dormait bien et prenait soin de lui sans elle là pour le surveiller. Mon mari a répondu brièvement à ses questions et quand elle a commencé à poser des questions sur moi, il l'a coupé et lui a rappelé que ce sujet était interdit. Elle s'est remise en colère et a dit qu'elle avait le droit de savoir ce qui se passait dans la vie de son fils. Il lui a dit qu'elle avait renoncé à ce droit quand elle a refusé de respecter sa femme et son mariage. Les appels téléphoniques ont continué chaque dimanche, mais mon mari s'en est tenu à ses limites même quand elle pleurait ou rageait ou essayait de le culpabiliser. Je l'ai regardé gérer chaque appel avec une fermeté croissante et j'ai senti quelque chose changer en moi. 3 mois ont passé et la maison semblait complètement différente.
Je pouvais entrer dans n'importe quelle pièce sans trouver ma belle-mère assise là ou entendre sa voix critiquer quelque chose que j'avais fait. La cuisine était arrangée exactement comme je le voulais avec mes épices de retour à leur place. Ma chambre était de nouveau la mienne, et je pouvais laisser mes affaires où je voulais sans que quelqu'un les déplace ou se plaigne. J'ai commencé à mieux dormir parce que je n'étais pas constamment tendu à attendre la prochaine confrontation ou manipulation. Je rentrais du travail et ressentais un véritable soulagement au lieu de la crainte quand j'ouvrais la porte d'entrée. Le silence dans la maison était paisible au lieu d'être hostile, et je pouvais enfin me détendre sur mon propre canapé sans que quelqu'un me fusille du regard ou fasse des commentaires acerbes. Mon mari et moi dînions ensemble à notre propre table et parlions de nos journées sans que sa mère ne s'insère dans chaque conversation. Nous regardions la télé le soir sans que quelqu'un nous dise que c'était trop fort ou que c'était la mauvaise chaîne. J'ai réalisé un soir en étant assise dans le salon que je me sentais à l'aise chez moi pour la première fois depuis 8 mois. Le poids constant sur ma poitrine s'était levé et je pouvais respirer normalement à nouveau. Octobre est arrivé et ma belle-mère a appelé mon mari exigeant de savoir quels étaient nos projets pour la Toussaint. Elle a annoncé qu'elle viendrait chez nous pour les vacances comme elle le faisait toujours et voulait savoir à quelle heure le dîner serait servi. Mon mari a pris une profonde inspiration et lui a dit que nous passions la Toussaint seuls cette année en couple. Elle a ri comme s'il plaisantait et a dit que bien sûr elle venait pour la Toussaint parce que c'est ce que font les familles. Il a répété que nous avions besoin de ce temps pour nous concentrer sur notre mariage et qu'elle n'était pas invitée cette année. La ligne est restée silencieuse pendant plusieurs secondes avant qu'elle ne commence à pleurer et à demander comment il pouvait exclure sa propre mère d'une fête de famille. Elle a dit qu'elle serait toute seule à la Toussaint sans personne pour cuisiner pour elle ou passer du temps avec elle. Mon mari est resté calme et a suggéré qu'elle pouvait dîner avec sa tante ou rejoindre un repas communautaire à son église. Elle est passée des pleurs aux cris et a dit que c'était moi qui lui faisais faire ça et qu'il me choisissait plutôt que sa propre mère pour les vacances. Il lui a dit qu'il faisait ses propres choix et qu'ils étaient les bons choix pour son mariage. Elle lui a raccroché au nez, mais il ne l'a pas rappelé. Quand la Toussaint est arrivée, nous avons cuisiné un petit repas ensemble et avons mangé à notre table de salle à manger avec des bougies allumées. C'était comme la première vraie fête que nous avions partagée depuis des années. J'ai commencé à remarquer de petites choses que mon mari faisait qui prouvaient qu'il était sincère quand il disait vouloir changer. Quand sa mère appelait et essayait de poser des questions sur moi ou notre relation, il mettait immédiatement fin à la conversation au lieu de répondre à ses questions. Quand elle lui envoyait des SMS se plaignant de son appartement ou de sa solitude, il répondait avec des suggestions pratiques au lieu de se précipiter pour tout arranger. Quand elle essayait de s'inviter chez nous pour diverses raisons, il disait non clairement et ne vacillait pas quand elle insistait. Je l'ai vu maintenir ses limites semaine après semaine, même quand elle pleurait de vraies larmes ou lui envoyait de longs messages sur à quel point elle était blessée. Il a arrêté de trouver des excuses pour son comportement et a commencé à reconnaître à voix haute quand elle essayait de le manipuler. Un dimanche, après un appel téléphonique particulièrement difficile où elle avait sangloté d'avoir été abandonnée, mon mari s'est assis à côté de moi et a dit qu'il comprenait enfin ce que j'avais dû gérer tous ces mois. Il a dit que la regarder essayer de le contrôler à distance lui faisait réaliser à quel point cela avait dû être pire pour moi quand elle vivait ici. Je n'ai rien dit, mais j'ai senti quelque chose en moi commencer à s'adoucir envers lui. Il choisissait enfin notre mariage plutôt que les demandes sans fin et les tactiques de manipulation de sa mère. Notre anniversaire est tombé début décembre, et nous avons décidé de le célébrer tranquillement à la maison au lieu de sortir. Mon mari a préparé le dîner pendant que je mettais la table avec notre belle vaisselle et allumais des bougies dans le salon. Nous avons mangé lentement et parlé de l'année passée et d'un accent grave quel point nous avions failli tout perdre. Après le dîner, il a sorti une petite boîte emballée et me l'a tendue avec des mains nerveuses. Je l'ai ouverte pour trouver un délicat collier en or avec 2 initiales entrelacées. Il l'a attaché autour de mon cou et a dit qu'il voulait que j'aie quelque chose qui nous représente tous les deux ensemble comme des partenaires égaux. Il m'a dit qu'il savait qu'il avait un long chemin à parcourir pour regagner ma confiance totale. Mais il voulait renouveler nos vœux un jour quand il se serait montré digne de cela. J'ai touché le collier et j'ai senti des larmes dans mes yeux pour la première fois depuis des mois qui n'étaient pas dues à la colère ou à la douleur. Nous nous sommes assis ensemble sur le canapé après et il m'a tenu la main doucement comme s'il avait peur que je me retire. Je ne me suis pas retiré. Ma belle-mère a fini par arrêter d'essayer de forcer son retour dans nos vies quotidiennes. Les appels du dimanche ont continué, mais elle a arrêté de les utiliser pour se plaindre de moi ou exiger un traitement spécial. Elle a accepté que mon mari ne discute pas de notre mariage avec elle et a arrêté de poser des questions intrusives. Elle n'était toujours pas heureuse de la situation et faisait des commentaires occasionnels sur la façon dont les choses étaient avant, mais elle avait appris que pleurer et manipuler ne changerait plus son avis.
Mon mari m'a dit qu'elle avait commencé à assister à des activités dans son immeuble et semblait moins concentrée sur le contrôle de sa vie à lui. Elle a rejoint un club de lecture et un groupe de tricot et se plaignait moins d'être seule. Le changement n'a pas été dramatique ou soudain, mais avec le temps, elle a arrêté de combattre les limites et a commencé à vivre sa propre vie. Mon mari a maintenu son programme d'appel une fois par semaine et lui rendait visite une fois par mois, mais il ne restait jamais plus d'une heure et il n'y allait jamais sans me le dire d'abord. 6 mois après le jour du déménagement, mon mari est rentré de chez sa mère avec un air surpris sur le visage. Il m'a dit qu'elle semblait en fait aller bien en vivant seule. Elle s'était fait des amis avec plusieurs autres femmes de son immeuble et elles allaient déjeuner ensemble régulièrement. Elle avait décoré son appartement avec des photos et des plantes et semblait fière de son petit espace. Elle prenait un cours d'aquarelle au centre culturel et lui avait montré plusieurs pièces qu'elle avait terminées. Mon mari a dit qu'elle semblait plus indépendante et engagée dans la vie qu'elle ne l'avait été depuis des années. Je me suis senti soulagé d'entendre cela parce qu'une partie de moi s'était inquiétée qu'elle ne s'adapte jamais et nous rende tous les deux malheureux pour toujours. Savoir qu'elle construisait sa propre vie séparée de la nôtre rendait les choses plus faciles pour se détendre. Mon mari a dit qu'elle lui posait même moins de questions sur ce que nous faisions et passait plus de temps à parler de ses propres activités et amis. À la fin du printemps, mon mari m'a surprise avec des billets d'avion pour un week-end sur la côte. Nous n'avions pas pris de vacances seuls ensemble depuis plus de 3 ans parce que quelque chose arrivait toujours ou que sa mère avait besoin de quelque chose. Nous nous sommes envolés un vendredi matin et avons passé 3 jours à marcher sur la plage, à manger dans de petits restaurants et à faire la grasse matinée dans notre chambre d'hôtel. Nous avons ri ensemble de choses stupides, nous nous sommes tenus la main en regardant le coucher de soleil et avons parlé de souvenirs de nos débuts. C'était comme se retrouver après une longue séparation. Nous n'avons pas parlé de sa mère ou de l'année passée ou de toute la douleur que nous avions traversée. Nous avons juste existé ensemble dans le moment présent et nous nous sommes rappelés pourquoi nous étions tombés amoureux au départ. Le dernier soir du voyage, nous étions assis sur le balcon de notre hôtel et mon mari m'a remercié de ne pas avoir abandonné notre couple même quand il m'avait donné toutes les raisons de partir. Il a dit que le voyage ressemblait à un nouveau départ et qu'il voulait continuer à construire sur ce que nous créions ensemble. J'ai réalisé à un moment donné pendant ce voyage que j'étais véritablement heureuse à nouveau. Pas juste soulagée ou moins stressée, mais réellement heureuse d'une manière que je n'avais pas été depuis plus d'1 an. Me défendre et refuser d'accepter d'être traitée comme une étrangère dans ma propre maison avait sauvé à la fois ma maison et mon mariage. Si j'avais reculé ou fait des compromis ou continué à essayer de faire la paix, ma belle-mère vivrait toujours avec nous et je serais toujours malheureuse. Mon mari m'a dit dans l'avion du retour qu'il était reconnaissant que j'ai été assez forte pour forcer le changement qu'il ne pouvait pas faire lui-même. Il a dit qu'il avait eu tellement peur du conflit avec sa mère qu'il l'avait laissé détruire notre mariage morceau par morceau. Il a dit que me voir rester ferme sur mes limites lui avait montré à quoi ressemblait la vraie force et qu'il essayait d'apprendre de mon exemple. Nous nous sommes assis dans notre salon quelques soirs après être rentrés de notre voyage et avons parlé de l'avenir pour la première fois depuis des mois. Mon mari a dit qu'il voulait repartir sur de nouvelles bases avec une meilleure communication et un vrai partenariat au lieu de prendre des décisions sans moi. Nous avons parlé d'essayer peut-être d'avoir un bébé dans l'année ou les 2 ans à venir si nous continuions à faire des progrès en thérapie. Nous avons discuté de faire un autre voyage à l'automne et peut-être de rendre visite à ma famille pour les vacances cette année. Il a promis qu'il ne laisserait plus jamais personne, y compris sa mère, s'immiscer entre nous. Il a dit qu'il comprenait maintenant qu'être un bon mari signifiait choisir sa femme d'abord et fixer des limites avec tout le monde. Je lui ai dit que j'étais prête à continuer à travailler sur nous, mais que j'avais besoin qu'il maintienne les changements qu'il avait faits et ne retombe pas dans ses vieux schémas. Il a accepté et a dit qu'il savait que la confiance devait être regagnée par une action constante dans le temps. Nous avons fait des projets ensemble en tant que partenaires égaux pour la première fois de notre mariage et cela semblait juste. J'ai invité Manon à dîner un vendredi soir environ 1 mois après notre voyage sur la côte. Elle est entrée avec une bouteille de vin et s'est immédiatement arrêtée dans l'entrée en regardant autour d'elle. Elle a dit que la maison semblait complètement différente maintenant, comme si l'air lui-même avait changé. Je savais ce qu'elle voulait dire parce que je le ressentais aussi chaque fois que je rentrais à la maison. La tension qui pesait sur chaque pièce avait disparu et l'espace semblait léger et paisible d'une manière qu'il n'avait pas été depuis avant l'emménagement de ma belle-mère. Manon m'a serré fort dans ses bras dans la cuisine et m'a dit qu'elle était fière de moi pour avoir tenu bon quand c'était le plus important. Elle a dit que beaucoup de gens auraient reculé ou essayé de maintenir la paix, mais que j'avais été prête à tout perdre pour sauver ce qui était important. Mon mari est arrivé du salon où il mettait la table, et Manon s'est tournée pour le regarder. Il est resté là 1 seconde, l'air mal à l'aise,
puis il s'est approché et l'a remercié d'avoir été là pour moi quand les choses étaient au pire. Il a dit qu'il savait qu'il avait laissé la situation devenir incontrôlable, et qu'il était désolé de m'avoir fait subir tout ça. Manon a étudié son visage pendant un long moment avant de hocher la tête lentement. Elle lui a dit qu'elle acceptait ses excuses, mais qu'il ferait mieux de ne plus jamais laisser une chose pareille arriver parce que je méritais mieux que ce avec quoi j'avais vécu. Il a accepté et a dit qu'il comprenait cela maintenant d'une manière qu'il ne comprenait pas avant. Nous nous sommes assis pour manger et la conversation a coulé facilement entre nous trois. Manon a raconté des histoires drôles sur son nouveau travail et mon mari a parlé d'une affaire sur laquelle il travaillait et je me suis senti me détendre dans la soirée. Après le départ de Manon, je me suis tenu dans la cuisine en train de faire la vaisselle et j'ai regardé autour de moi l'espace qui était vraiment le mien à nouveau. Mon mari est arrivé derrière moi et a passé ses bras autour de ma taille et je me suis appuyé contre lui. Le voyage pour en arriver là avait été douloureux, et il y a eu des moments où je pensais que notre mariage ne survivrait pas. Mais nous l'avions traversé plus fort qu'avant. Nous faisions des projets ensemble maintenant comme de vrais partenaires au lieu qu'ils prennent des décisions sans moi. Nous avons parlé d'essayer peut-être d'avoir un bébé l'année prochaine si nous continuions à faire des progrès en thérapie. Nous avons discuté de prendre de plus longues vacances à l'automne et de passer les vacances avec ma famille cette fois-ci. Pour la première fois depuis près d'un an, je me sentais vraiment excité par notre avenir au lieu de simplement survivre chaque jour. En y repensant, j'ai réalisé qu'être prête à partir avait été la seule chose qui aurait pu nous sauver. Si j'avais continué à faire des compromis et à accepter moins que ce que je méritais, nous serions restés coincés dans ce terrible schéma pour toujours.